Encore vous présenter, vous êtes mondialement connu. Bon. Voilà. Bon, petit rappel des faits quand on dit dans nos métiers, puisque j'étais aussi un peu journaliste quand même. Éric De Luca est né il y a quelques décennies à Naples, dans une famille bourgeoise, ruinée par la guerre. Il a hérité de son père, on peut dire ça, je crois, le goût de l'écriture et des livres. À 16 ans, il se déclare communiste et s'engage rapidement dans l'action politique révolutionnaire. En 69, j'espère qu'on ne se trompe pas dans les dates, il adhère au mouvement Luta Continua, dont vous êtes un des dirigeants jusqu'à sa dissolution en 1977. Vous quittez très tôt vos parents, et le fait d'avoir dû subvenir à vos besoins vous a conduit à beaucoup de métiers, de l'usine Fiat au chantier de construction, et loin en fait de fuir cette condition, vous en avez fait le terreau de votre écriture, et une écriture absolument magnifique. Alors, vos romans se situent à Naples, presque tous quand même, non? Vous nous le direz. Et je crois qu'on peut dire que presque tous aussi, je ne suis plus affirmer la totalité, ont au moins un fond autobiographique. Voilà. Alors, c'est le cas du dernier. Je crois que vous êtes trop pudique pour dire que vous publiez vos mémoires, mais en tout cas, ce dernier livre, le plus et le moins, dans ce livre, vous nous livrez toute une série de réflexions et qui sont autant d'illustrations de votre parcours de toute une vie, quoi. Alors ce que j'ai énoncé comme un bref rappel des faits prend véritablement vie lorsque c'est exprimé par vous, et c'est sûr que quand on l'énonce comme ça c'est un peu froid, mais l'écriture est vraiment magnifique. Pour moi c'est de la poésie, ou à peu près. Bon, j'ai assez parlé, on est là après tout pour vous entendre. Je voudrais commencer peut-être par ce tout premier chapitre de votre livre, parce que immédiatement on comprend l'origine de votre besoin d'écrire et celle plutôt l'origine de votre résistance à la domination. Alors je lis deux toutes petites phrases. J'avais appris avec certitude ce jour-là que l'écriture était un champ ouvert, une issue. Et une page plus loin, vous dites « À ce moment de friction entre ma vérité et la leur, se forma dans mon corps une loi de résistance opposée à la domination qui par instinct abuse. » Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce jour-là au collège? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais toujours un mauvais élève. Et pas pour discipline, non, j'ai étudié beaucoup et j'avais mal. C'était le pire rapport qualité-prix possible. Et surtout en italien, dans la composition. Parce que toutes les fois qu'il y avait une composition à faire, je sortais de l'argument. Je sortais toujours de l'argument. Je ne pouvais pas me tenir dans le domaine, dans le thème assigné. Et donc, une fois, la composition était libre, inventer une fable. Parce que nous avons commencé à étudier les fables d'animaux de Phèdre, et alors l'enseignante avait décidé de nous offrir cette possibilité d'inventer une fable. C'était le seul moment où j'étais sûr que je ne pouvais pas sortir du thème. Donc, parce que le thème c'était le mien. Et donc, si je ne pouvais pas sortir de ce thème, j'ai eu le bonheur d'écrire toute une fable inventée sur une plaine africaine, les animaux qui soulèvent la poussière dans leur course. Donc, c'était toute je me souviens des choses, mais c'était une écriture impétueuse. C'était comme un galop de l'écriture tant que j'allais plus loin qu'un boiteux dans l'écriture, dans les autres compositions. Donc, avec ce galop d'écriture, je consignais très fier le premier, alors que j'étais toujours le dernier.
Et quand j'ai reçu les résultats, il m'a dit que j'avais copié. Et à la distance, je pense qu'on peut dire aussi comme ça, que j'ai copié, que je copie la vie, je ne l'invente pas. Je ne suis pas un inventeur des histoires, je suis un copieur des histoires, un rédacteur des histoires qui sont produites autour de moi, et donc je profite de la vie écoulée pour la redire. Je profite des personnes qui, pour les sont des personnages, mais pour moi, restent des personnes que je ne dois pas inventer. Peut-être ça vient de la paresse, ou du fait que je suis un peu... Je m'en doute de pouvoir inventer des choses. Je ne suis pas un inventeur. Je ne pouvais pas faire le brevet des histoires. Bien que je profite bien du droit d'auteur, mais je ne suis pas l'auteur de mes histoires. Je suis le rédacteur des histoires. Oui, là, en l'occurrence, vous étiez vraiment un rédacteur, et puis vous vous êtes lâché, c'est parti, comme vous dites, comme un galop, et ça a paru suspect que vous livriez un tel travail en si peu de temps, quoi. Si, c'était gravement suspect. C'était écrit. J'ai expérimenté pour la première fois l'incompréhension des pouvoirs constitués. Ils avaient besoin d'espaces étroits. Le champ ouvert les déconcertait. Mais le fait, c'était que c'était ouvert comme tout de suite une fissure. Comme les adultes n'étaient pas les gens qui prétendaient d'être. Ils n'étaient pas capables même de reconnaître le vrai du faux, la copie de l'originel. Et donc ça, c'était une fissure de confiance vers l'autorité qui a commencé ce moment-là, mais qui est devenu un canyon pendant le reste de la vie. On va en parler. Je l'ai dit, vous avez donc quitté la maison familiale très tôt et vous vous détachez de votre avenir tout préparé et vous dites, vous écrivez avoir fait l'apprentissage, j'ai fait l'expérience de la liberté qui n'est pas une liste de droits dont profiter, mais un danger, écrivez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le premier livre qui parle de la liberté, c'est un livre de l'ancienne écriture sainte, c'est le livre de l'Exode. C'est le livre où un peuple d'esclaves sort de l'esclavage, traverse la mer Rouge et se retrouve dans le désert. La mer Rouge se renferme à clé derrière eux et ils se trouvent dans la vastité du désert. Et ça, c'est la liberté. La liberté, c'est la nécessité d'inventer jour par jour le parcours, de trouver un passage jour par jour dans la vastité du désert. Ce sentiment d'exposition au risque de la liberté, c'est un sentiment qui a beaucoup, plusieurs fois dans le livre de l'Exode, fait venir l'envie de revenir en Égypte, dans l'esclavage, dans la commodité de l'esclavage, plutôt que dans les difficultés de la liberté. C'est ça la liberté, c'est un danger, c'est dangereuse, mène au désespoir, à la déchéance, à la défaite. Et donc c'est un sentiment qui donne, qui arrive à égarer une personne qui se trouve à l'expérimenter. Ce peuple-là, non, parce qu'il était un peuple très surveillé par la divinité. Il y avait des signalations dans le désert. Il y avait une colonne de feu dans la nuit, une colonne de nuages de jour qui donnait la direction. Après, il y avait la manne qui était tous les jours offerte pour nourriture. On donnait
la divinité s'occupait de l'indispensable, de la fourniture de l'indispensable. Donc, c'était une liberté difficile, mais quand même garantie, comme dans les choses les plus élémentaires. Mais la liberté de chacun est beaucoup moins garantie que celle du livre de l'Exode. Mais ce livre de l'Exode, je l'aime parce que c'est le premier livre de l'Antiquité où il n'y a pas d'esclaves. Ils sont tous libres. Et ça, cette communauté de libres n'a jamais existé avant. Il y avait toujours des esclaves et des patrons. Là, il y a une communauté d'hommes libres. Hommes, femmes, libres qui partent dans le désert. C'est une communauté géante, parce qu'il y a environ 1,5 million de personnes, d'êtres humains. 1,5 million. Oui, vous citez ces premiers mots qui surgissent dans l'écoute d'Abraham, quand on lui dit « va-t'en », qui sont les premiers mots adressés par la divinité à Abraham. Qu'est-ce qui vous touche là, comme s'il fallait être nomade, partir, avoir... Si, la divinité ne dit pas bien, il dit va-t'en. Donc l'engagement d'Abraham est de s'en aller, pas d'aller de venir vers quelques endroits. Et donc c'est une expulsion, sa mission. C'est d'être quelqu'un qui s'égarerait pendant toute la vie, en s'exilant d'un lieu à l'autre, en étant un étranger perpétuel. Mais avec cette bénédiction secrète pour laquelle l'étranger, là où il va, prospère lui et fait prospérer le lieu qu'il accueille. Et c'était un des traits constants de la civilisation de cette époque, l'accueil de l'étranger. Avant d'être libéré dans le livre de l'Exode, les Juifs, le peuple hébreu, étaient accueillis en petit nombre dans l'Égypte 4 siècles avant, parce qu'ils venaient d'une famine, d'une carestie. Et donc ils frappaient à la porte de l'Égypte, qui n'a jamais eu ce problème parce qu'il a eu toujours le fleuve, le Nil, qui a pu donner de la nourriture en abondance. Et donc l'Égypte acceptait régulièrement les gens qui frappaient à la porte par nécessité. Et même dans l'histoire de l'Évangile, on lit que la jeune couple, parce que Joseph, il faut le dire, Joseph c'est jeune. On le voit vieux dans les peintures, mais dès que l'Évangile ne dit pas qu'il est vieux, on peut imaginer qu'il est jeune. On ne pêche pas. On ne peut pas pécher à dire qu'il est jeune. Parce que l'Évangile ne dit pas qu'il est vieux. Mais s'il était vieux, peut-être l'Évangile aurait dit qu'il était vieux. Mais il n'a pas